Attention, cette vidéo n'expose que la vie de mon humble personne. Si vous souhaitez la connaître la vérité inconditionnelle, bah en fait vous pouvez pas, parce que ça n'existe pas. Mais allez plutôt demander à un expert. Non, pas ce genre d'expert. Voilà, bonne vidéo. Salut tout le monde, ici Doudou. Alors, premier sujet, aujourd'hui on va parler de ce qui est pour moi vraiment le gros dossier qu'il fallait suivre, et ça a été compliqué putain parce que les informations ne filtraient pas, l'écologie, ce qu'on a pu voir et apprendre pendant le confinement. Et c'est un gros dossier, on est sur une grosse vidéo, peut-être même une vidéo qui va être la plus dense de toutes, peut-être même la plus longue, je sais pas. Déjà pour commencer, il faut voir que cette situation en fait, il y a beaucoup d'écologistes et d'épidémiologues apparemment qui se sont prononcés sur le fait que cette augmentation de la fréquence des pandémies mondiales, c'est dû aussi à notre rapport à l'écologie. En gros, on va résumer simplement. Premièrement, on empiète sur l'environnement des espèces sauvages. Ça réduit leur population et donc leur diversité génétique, et donc elles sont plus sujettes à des maladies forcément, parce que s'il y a une moins grande diversité génétique, les maladies ont moins de chances de tomber sur un individu qui leur sera résistant. Le fait aussi de rogner sur leurs espaces de vie, ça les force à entrer en contact avec l'homme justement, du coup ça les force à venir au milieu de la population humaine, et donc ça favorise la transmission à l'homme, et dernier truc à voir aussi, l'élevage massif et intensif et l'unification des caractères génétiques des espèces animales et végétales aussi, je pense, fait qu'encore une fois, c'est des trucs, déjà on est tout le temps en contact avec, puisque c'est nos cultures et nos élevages, donc c'est nous qui gérons ça, et encore une fois ils sont moins résistants, et donc il y a plus de chances de transmission à l'être humain en fait. Du coup, bon, faut forcément se dire que nous, il faut qu'on change notre manière d'interagir avec l'environnement. Mais au-delà de ça, il y a des choses très intéressantes à voir. Déjà, dans les villes, la pollution atmosphérique a énormément baissé en un temps, mais incroyablement court en fait, en quelques semaines. Qui va pas changer grand chose à la situation avec le réchauffement climatique, mais ce qui prouve que si on trouve un moyen d'arrêter de polluer, ça va avoir un effet très vite, au moins sur la qualité de l'atmosphère. Ce qui est impressionnant parce que il y en a beaucoup d'entre nous qui s'imaginaient que ça pourrait être aussi rapide, une dépollution de l'atmosphère, une baisse des pollutions atmosphériques comme ça dans les villes. Moi je m'y attendais pas. Mais du coup, se dire que si on fait de la recherche pour produire de l'énergie plus proprement, en France c'est pas tellement le problème, parce qu'en France il y a une grande part de l'énergie qui est fournie par le nucléaire. Alors le nucléaire c'est pas une solution à long terme, mais c'est au moins une roue de secours, le temps de trouver d'autres sources d'énergie que les énergies fossiles en fait. Est-ce qu'on peut dire que c'est une énergie fossile? Comment on détermine les énergies fossiles? Je suis pas sûr, hein. Mais je pense pas. Je crois que c'est une énergie non durable, une énergie fossile. Techniquement, l'uranium s'en serait une aussi, mais bon, disons que l'uranium a au moins l'avantage de ne pas polluer l'atmosphère. Bon, il pollue les sols quand il est plus utilisé. Bon, ok. Enfin, Marc, tu me diras non, ça se convertit en plutonium, je crois. Bon. C'est une pollution aussi, mais déjà c'est plus durable, je crois, comme source d'énergie. C'est un combustible plus lent à changer chimiquement, je crois. Je suis pas sûr, je suis une bite, hein, je m'y connais pas en nucléaire, mais quoi qu'il en soit, le nucléaire a au moins le mérite de pas tellement aider le réchauffement climatique, même si ça pose quand même des problèmes, parce que ça réchauffe les cours d'eau.
ce qui est un autre problème de pollution, mais c'est quand même une roue de secours utile pour passer à l'électricité, enfin pour passer à la production d'électricité par énergie renouvelable. Mais la plupart des pays du monde reposent quand même beaucoup sur les centrales à charbon ou à gaz pour produire leur électricité. Hein. La Chine, les États-Unis, l'Allemagne même, énormément de pays d'Europe en fait reposent là-dessus. Et donc forcément c'est un problème en fait. Et puis on imagine bien que si tous les pays du monde se mettaient au nucléaire, ça foutrait quand même un petit peu la merde. Parce que ça réchaufferait globalement la température de beaucoup de cours d'eau. Ce qui aurait indéniablement une influence sur l'atmosphère, peut-être même sur le taux de vapeur d'eau. Il faut savoir que la vapeur d'eau est un gaz à effet de serre. Hein. Et bon, du coup, voilà, c'est... Oui, j'ai oublié ce que je voulais dire. Oui, forcément, pollution des sols à cause des déchets nucléaires. Bon, sinon, donc le truc qu'il faut voir, c'est que effectivement, si on arrêtait d'émettre des gaz polluants dans l'atmosphère, bah, finalement ça pourrait baisser très vite. Et finalement, le changement que nous on a vu en fait, c'est surtout des changements en France qui sont liés beaucoup à l'automobile, puisque notre électricité provient beaucoup du nucléaire. Après, bon, la Chine c'est différent. Mais la Chine, comme beaucoup de pays, a une industrie lourde encore. Ce qui n'est pas forcément le cas de la France. L'industrie lourde en France, ça n'a jamais été très répandu. On est plus sur un modèle qui privilégie les petites entreprises en fait. Donc, oui, j'imagine que c'est pas forcément comparable, mais force est de constater qu'en Chine aussi, la pollution dans les zones industrielles a énormément baissé, et même encore plus parce que faut voir qu'en Chine, la pollution atmosphérique dans les villes est tellement intense que les gens vivent constamment dans un nuage de pollution. Et là, ils ont vu le ciel quand même. Donc, le nuage de pollution, d'habitude, il est vénère, et là, il a quasiment entièrement disparu. On voit que c'est quand même un niveau assez violent, comment la pollution atmosphérique a baissé, et rapidement en plus. Ce qui veut dire que même si ça aura pas forcément d'effet sur le changement climatique, on peut au moins avoir un air plus sain à respirer. Et ça, c'est pas mal. Faut voir aussi que le transport routier, qui bien évidemment forcément a baissé un peu, j'imagine, est quand même actuellement ce qui a la part belle un peu dans la pollution atmosphérique. Pas pour longtemps, parce que malheureusement ça risque de se faire rattraper par l'aviation d'ici, je crois, 2050, un truc comme ça. Enfin bon. Mais pour l'instant ça a la part belle. Déjà en termes de ce que ça donne pour la pollution, de ce que ça produit comme pollution. Et par rapport aussi aux effets nocifs que ça a, parce que vous imaginez bien que un avion qui vole à 10 000 mètres d'altitude, ça n'a pas le même impact sur les gens qui vivent au sol que des voitures qui relâchent leurs polluants au ras du sol. Et quand on dit polluant, c'est pas seulement ce qui est produit par le moteur, c'est aussi ce qu'on appelle les microparticules ou les particules fines, et qui là sont dues pas forcément au gaz, mais à l'usure des matériaux en fait. C'est des microparticules métalliques qui sont induites par les frottements, notamment à l'intérieur du moteur, par l'usure des différents composants du moteur, par l'usure des freins aussi. C'est des problèmes qui sont pas forcément liés uniquement au carburant. Et ça, c'est des problèmes aussi qu'on a réglés. Excusez-moi, mais c'est dur en ce moment. Après, je pense que régler les problèmes de la pollution liés au transport routier, c'est des problèmes qui doivent être prioritaires dans le sens où on peut avoir des solutions potentielles là-dessus. Alors que dans le domaine de l'aviation, même si c'est pas jouasse la pollution que ça produit, qui monte en plus,
Les solutions viables, elles sont même pas à l'état de concept en fait. C'est vraiment encore dans la recherche. En fait, je pense que l'enjeu sur le plan écologique, ça va être de vite trouver des moyens d'accélérer en fait la recherche sur les moyens de faire un trafic routier beaucoup moins polluant, voire non polluant. Mais bon, la voiture toute électrique, c'est pas encore ça, quoi. Et après, en même temps, privilégier la recherche pour les voitures. Alors, il faudra aussi privilégier la recherche pour le transport maritime. Mais le transport maritime, il faut voir que c'est quand même actuellement le secteur du transport global qui est le moins polluant, quand même. Ce qui veut pas dire que ça pollue pas, évidemment. Mais il faut voir que le transport maritime, c'est beaucoup des gros porte-conteneurs ou des gros bateaux du genre pétrolier. Qui ont des cheminées en fait pour relâcher leur échappement. J'imagine que le moteur d'un bateau qui avance lentement, parce qu'un bateau ça avance pas très vite, c'est surtout une question d'amplitude du mouvement au niveau de la puissance et pas tellement de consommation de carburant en fait. Je crois que un bateau de transport maritime c'est quand même quelque chose qui est pas forcément si demandant ça en carburant par rapport aux distances parcourues et à la vitesse où ça va. Par contre, bon, évidemment, ça en consomme quand même énormément, mais encore une fois, là, c'est plus un enjeu au niveau des quantités d'énergie fossile que de la pollution si on fait un comparatif par rapport à la pollution engendrée par le transport aérien et routier. Bien évidemment, c'est un problème qu'il faudra régler aussi. Mais l'avantage, c'est que dans les océans, du moment qu'il fait beau, on peut trouver des solutions. Si vous venez de ma chaîne YouTube, vous avez peut-être vu que je joue à Crosscode. Et dans Crosscode, il y a un bateau il y a des bateaux qui sont des bateaux solaires. C'est une solution à étudier. Aussi, un autre truc qu'on peut voir, avant l'avènement de l'ère des bateaux à vapeur, le transport maritime se faisait déjà beaucoup et ça se faisait à la voile. Donc, c'est un modèle qui marche plus ou moins. Ça demanderait plus de bateaux, probablement un transport maritime plus dense et plus compliqué peut-être. Mais je pense clairement que... Qu'est-ce qu'il fout, mon chat, là? Qu'est-ce que tu fais? Je pense clairement que il y aura quelque chose à étudier. Peut-être même aussi que ça aiderait à déstandardiser le modèle du commerce global et peut-être à faire du truc à une échelle plus humaine. Ça, faudra qu'on en reparlera dans une autre vidéo de ça. De ramener les choses à l'échelle humaine. Le truc qu'il faut voir aussi, par contre, c'est que pour des embarcations plus petites, tu peux pas relâcher des échappements dans l'atmosphère pour des raisons simples, c'est que tu vas pas mettre une perche de plusieurs mètres sur un bateau qui fait pas beaucoup plus que la taille d'un être humain en fait. Un chalutier ou même un yacht, il y en a qui rejettent en fait leurs polluants directement dans l'eau en fait. Et c'est là-dessus plus qu'il faut agir. Le fait de plus avoir de trafic maritime, ça fait qu'on a déjà les bateaux ont arrêté de retourner toute la merde qui était au fond là où les fonds étaient plutôt bas, on va dire. Enfin, on dit des bas-fonds, mais techniquement ils sont plus hauts parce que là où l'eau était pas profonde, quoi, dans les ports et tout ce bordel. L'effet a été que les eaux sont devenues plus propres parce que plus de retournage des fonds et moins de pollution de la part de petites embarcations. Ce qui veut dire que les eaux sont devenues aussi très vite plus propres et ça a ramené de la vie marine. On l'a vu beaucoup en Italie. Ça a ramené de la vie marine un des plus grands ports de commerce d'Europe, je crois. Les poissons sont revenus dans les canaux de Venise aussi, et ça c'est pas rien de le dire, parce que Venise non seulement c'est beaucoup retourné par la circulation des bateaux à hélice, en plus c'est des petites embarcations, donc j'imagine que niveau rejet de polluants dans l'eau ça doit être pas mal.
Donc finalement, en fait, ça vaut pas que pour l'atmosphère, ça vaut aussi pour l'eau. À partir du moment où on arrête de polluer, finalement, ça se dépollue très vite. Après, bon, les effets à long terme qu'a eu la pollution dessus, là, c'est... Pour le coup, ça risque d'être plus problématique, effectivement. N'empêche que, quand on arrête de polluer, eh ben, finalement, ça se dépollue très très vite. Donc finalement, est-ce que ça donne pas espoir, en fait, pour si jamais on trouve le moyen de plus polluer à outrance comme ça? Moi je pense qu'il y a quelque chose à creuser. Le dernier truc qu'il faut voir aussi, c'est que l'absence d'activité humaine dans les rues, ça a forcément arrêté un dernier type de pollution qui est la pollution sonore, qui est un type de pollution qui existe, pour lequel on pense surtout aux villes en fait, mais qui est aussi valable dans les océans. Il faut savoir que un bateau à hélice qui navigue, ça fait énormément de bruit et ça perturbe beaucoup la vie marine. Ça perturbe l'orientation de beaucoup d'animaux marins, notamment les mammifères marins. Hein. C'est à cause du trafic maritime qu'il y a des mammifères marins qui s'échouent. Hein. Dans les villes, c'est pas mieux. Faut voir que les animaux qu'on a vus s'approcher, venir en rue, faire explorer littéralement, on a vu des cervidés beaucoup qui se sont baladés tranquillement dans la rue comme ça, qui exploraient les villes. Donc visiblement en fait, les constructions humaines ça ne dérange pas du tout les animaux. Ce qui les gêne vraiment en fait c'est le bruit. Le bruit ça les fait peur, ça leur fait peur en fait. Ça fait en fait dans leur carte de danger en gros, les animaux ont une carte plus ou moins mentale en fait de leurs environnements, et dedans donc t'as les zones où ils peuvent aller, les zones qui sont safe, les zones qui sont dangereuses. Et les zones qui sont, je sais pas. Enfin bon, en gros, ces zones dangereuses se comprennent notamment les endroits où il y a beaucoup de bruit dû à l'activité humaine. À partir du moment où t'as plus ce bruit, finalement, ils font une update de leur carte, ils font une mise à jour sur leur Google Maps interne, en gros. Et du coup ils se disent ah tiens c'est plus un problème d'aller là, on va aller voir, et puis ça leur pose aucun problème. En fait il va qu'à leur vie tranquille, ce qui veut dire aussi que la vie d'un cervidé la vie d'un animal c'est beaucoup de se promener visiblement. Ça doit leur faire bizarre quand ils commencent à marcher sur la route avec leurs sabots, tu me diras. Et le problème de la pollution sonore aussi c'est que ça génère aussi, ça a aussi des effets en fait sur la vie microscopique et la vie des insectes. Je sais pas si on peut considérer ça comme une vie microscopique en fait, mais tout ce qui est petites formes de vie, les insectes pollinisateurs beaucoup, mais aussi les formes de vie qui décomposent l'organique. Une fois que c'est mort, tout ce qui est cadavre ou feuilles mortes, oui j'ai dit cadavre dans une vidéo sur l'écologie. J'aurais jamais pensé dire ça un jour, mais tout ce qui décompose la vie organique en fait, chez eux ça induit un stress, parce que je sais pas s'ils ont des oreilles, mais le bruit à la base c'est une vibration. Et à leur échelle, les petites vibrations, même soniques, qui se propagent dans leur milieu, j'imagine que ça doit avoir un sacré effet. Forcément ils doivent réagir. Il y a plein de choses à noter comme ça. Et le truc en fait qui est surprenant, c'est que visiblement les gens ont commencé à développer une conscience écologique massivement pendant le confinement. Alors bon, à voir. Peut-être qu'ils avaient rien d'autre à foutre que ça. Faut croire qu'a priori, le fait d'être confiné chez soi et donc d'avoir du temps libre, ça les a enfin fait regarder ce qu'il y avait autour d'eux. Ça les a enfin fait voir que finalement le monde il est dans un état pourri. En fait, peut-être que si on avait aucune action et aucune prise de conscience de la part des masses, c'est parce qu'ils avaient pas le temps, ce qui est paradoxal. En fait, ça veut dire que
le fait de forcer les gens à vivre à un rythme impossible dans leur travail, finalement en fait ça permet aussi de les faire oublier qu'il y a des problèmes à l'extérieur. Ça pose des questions sur notre société, sur le fonctionnement de la société mondiale. Hein. Peut-être aussi que une fois enfermés chez eux, ils se sont rendus compte que finalement l'être humain avait besoin d'avoir un rapport à la nature et que finalement ils s'y sont intéressés. Enfin bon, quoi qu'il en soit, faut espérer que c'est des prises de conscience qui vont être durables. Malheureusement, c'est pas forcément le cas. Parce que dès que le travail va reprendre normalement, il se peut que les gens aient de nouveau plus le temps de s'intéresser à ça et qu'ils finalement ils oublient, parce que les gens oublient très très vite. Du coup, bon, écoutez, je pense que j'ai fait à peu près le tour de ce que j'avais à dire sur ce sujet-là. Je vous retrouve écoutez, dans quelques jours pour une autre vidéo. Je vous laisse là, c'était Doudou. Salut!